Deuxième partie d'International, on retrouve donc ici au Niger, à Niamey, la capitale du Niger, le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou. On est en train de parler du rôle des Touaregs éventuellement dans le Mali du futur. Est-ce que les Touaregs du MNLA et même certains islamistes qui se sont dissociés des plus radicaux ont leur place à la table des négociations? Écoutez, tout le monde, tous les Maliens ont leur place à la table des négociations. Mais seulement, il faut préciser que, parce qu'on entend souvent que le MNLA représente la communauté Touareg au Nord Mali, le MNLA ne représente pas la communauté Touareg. La communauté Touareg est immense. Les Touaregs ne sont pas constitués que des Ifogas, il y a les Oulmenden et d'autres communautés Touareg, et le MNLA ne les représente pas. Le MNLA est très fortement minoritaire au Nord Mali, et donc c'est tous les Maliens, le moment venu, qu'il va falloir rassembler autour d'une table, qui vont discuter ensemble et qui vont voir comment mettre en place leur avenir. On a eu l'impression que les Français poussaient à une négociation assez rapide entre le MNLA et le pouvoir central à Bamako. C'est peut-être une erreur d'appréciation vue de Paris? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une erreur. C'est vrai que le MNLA était armé, et c'était lui qui était le premier responsable d'ailleurs du déclenchement de la situation de la crise au Mali le 17 janvier 2012. Ils se sont fait doubler en fait par les djihadistes. Ils se sont fait doubler par le djihadiste. Il est clair qu'on ne peut pas ne pas tenir compte du MNLA, mais le MNLA n'est pas représentatif de la communauté Touareg. Mais justement, certains de vos proches, dans votre entourage, paraît-il, estiment que les responsables français, il y a eu des responsables français qui ont parlé du MNLA comme étant des amis. Vous trouvez que ça va trop loin que la France dise ça du MNLA? Il me semble que le MNLA est une des causes de la crise au Nord Mali. C'est le MNLA, je le répète, qui a déclenché une rébellion injustifiée le 17 janvier 2012, rébellion animée par des éléments venus de Libye, des éléments qui étaient absents du Mali pour certains depuis 20 ans, depuis 30 ans. Imaginez, en France, vous avez le problème corse. Imaginez que des Corses aillent en Italie, soient intégrés de l'armée italienne pendant 30 ans, et après ils reviennent porter la guerre à la France. Les prendrez-vous pour des Français ou bien pour des Italiens? Donc vous dites que Paris fait une erreur d'appréciation en choisissant le MNLA comme interlocuteur et en les laissant d'ailleurs actuellement encore avec leurs armes à Kidal. L'armée française est entrée à Kidal sans l'armée malienne et en ne désarmant pas le MNLA, ça fait déjà 4 jours. Vous dites que tout ça c'est une erreur de la part de Paris? Je ne sais pas si c'est comme ça que Paris apprécie la situation, mais moi je pense que c'est une erreur effectivement de considérer que le MNLA est représentatif de la communauté Touareg. Et je l'ai dit, c'est des gens qui étaient absents du Mali depuis longtemps. Pour certains, ils sont restés 30 ans en Libye, dans l'armée de Kadhafi. Ce n'est pas des Maliens pour certains d'entre eux. Les Maliens ont d'autres représentants, et c'est avec ces représentants-là qu'il faut... Alors en même temps, juste pour terminer sur le MNLA, après, vous pensez qu'il faut désarmer le MNLA? Absolument. Absolument. Je pense que le MNLA doit être désarmé. Du reste, ça serait contradictoire de ne pas désarmer le MNLA par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé de restauration de l'intégrité du Mali. Alors, le MNLA revendique la séparation. Si on le laisse armé, ça veut dire qu'en fin de compte, on va dans le sens de ces revendications. Il faut désarmer le MNLA et même en cas de négociation, on ne peut pas négocier avec un groupe armé. S'il désarme, on peut éventuellement leur donner une place autour de la table de négociation. En même temps, on sait bien qu'une fois que les djihadistes, comme c'est le cas aujourd'hui, ont été chassés du Nord Mali, on aura besoin des Touaregs pour assurer la sécurité du territoire. Nul mieux qu'eux ne connaît cette région, ils la connaissent par cœur. Donc l'aspect sécuritaire, l'utilisation des Touaregs, entre guillemets, pour sécuriser la région, c'est très important. Donc il faudra bien sûr les intégrer. Encore une fois, ne réduisez pas les Touaregs au MNLA. D'accord. C'est ça le message que vous voulez faire passer quand même. Ne réduisez pas les Touaregs au MNLA. Les Touaregs ne sont pas tous au MNLA, loin s'en faut. Le MNLA est minoritaire parmi les Touaregs. Je vous ai dit, les Touaregs sont partout dans le Nord Mali. Ils ne sont pas seulement qu'à Kidal. Ils sont un peu partout dans le Nord Mali. Charles Bauzonnet. Oui, pour terminer, Monsieur le Président, sur cette question, vous êtes intervenu au Mali contre les groupes djihadistes. Aujourd'hui, la question revient justement sur la problématique Touareg. Est-ce que ça, c'est susceptible de déstabiliser votre pays à nouveau? Je ne pense pas que cela puisse déstabiliser
notre pays. En tout cas, la question Touareg, comme vous le dites. Ici, au Niger, nous avons une homogénéisation des communautés. Il n'y a pas de marginalisation de quelle communauté que ce soit. On a mis en œuvre, comme je l'ai dit, au plan politique, la décentralisation. Aujourd'hui, les régions Touareg sont des régions qui sont dirigées par des responsables locaux élus par les populations. Et puis, au plan économique et social, il n'y a pas de développement économique et social inégal entre les différentes régions du Niger. Au Niger, nous avons 8 régions. Si vous prenez une région comme celle d'Agadez, au plan de l'indice du développement social, la région d'Agadez vient en deuxième position après la capitale Niamey, qui est une région. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas de disparité. Il n'y a pas de marginalisation de telle ou telle communauté au Niger. Alors, on sait que les tensions sont très fortes au Mali, peut-être beaucoup moins au Niger, mais en tout cas au Mali, entre les Touaregs et les autres populations. Il y a déjà eu certains actes de vengeance. On a parlé même d'exécutions au sommet. On a parlé ces dernières heures d'une vingtaine d'exécutions par l'armée malienne de populations du Nord, probablement des Touaregs. Est-ce que c'est un risque, ces vengeances, ces actes de vengeance pour l'avenir du Mali? Bien sûr, il faut éviter les règlements de compte. Il faut éviter les vengeances. C'est vrai qu'au début de la crise, il y a eu un massacre de militaires maliens à Aguelhok. Une centaine de militaires maliens ont été sommairement exécutés, pour certains égorgés. Mais je ne pense pas que l'armée malienne puisse copier ce comportement que les djihadistes ont eu au début de la crise. Et du reste, les autorités maliennes sont en train de sensibiliser, je crois, les soldats, les populations, afin qu'il n'y ait pas de règlement de compte. Alors, les djihadistes, en tout cas, se revendiquent de l'islam. Ils mettent en avant un islamisme radical, une application très stricte de la charia. C'est une façade idéologique, d'après vous, qui n'est pas, en fait, l'islam pratiqué au Sahel traditionnellement? Nous considérons que ces djihadistes ne sont pas des musulmans. Ce n'est pas des musulmans, c'est des trafiquants de drogue. Pour la plupart, c'est des repris de justice. C'est des gens qui font le trafic de drogue, de cocaïne, le trafic des armes, etc. L'islam, par définition, est une religion de juste milieu. L'islam prêche la modération. L'islam n'est pas pour l'extrémisme. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas de l'islam. Et c'est pour cela que nous disons, ici au Niger, aller faire la guerre contre ces gens-là, ce n'est pas faire la guerre contre l'islam. C'est faire la guerre contre des terroristes, des extrémistes et des trafiquants. Et des terroristes, des trafiquants qui, donc, si on vous comprend bien, Monsieur le Président, sont en train de dévoyer l'islam, de l'instrumentaliser. Absolument, ils sont en train de dévoyer l'islam, de l'instrumentaliser. Ils sont en train de tuer notre religion, de salir notre religion, de donner une mauvaise image de l'islam. C'est très important, ça. L'islam, ce n'est pas cela. L'islam, ce n'est pas aller violer des femmes. L'islam, ce n'est pas persécuter les gens, ce n'est pas couper des mains. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est autre chose. De ce point de vue, vous estimez que la visite du président français à Tombouctou, là où ces islamistes ont appliqué donc, la charia de manière très sévère, c'était important qu'il y ait le président français pour montrer que un pays comme la France voulait aussi donner une autre image de l'islam? Absolument, c'était important. Je pense que la visite du président Hollande vient au bon moment. Et je voudrais au passage d'ailleurs saluer le courage avec lequel il a essayé de nous aider afin de sortir de la crise dans laquelle se trouve le Mali. Je l'ai dit à plusieurs reprises, si la France n'était pas intervenue, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui les djihadistes seraient à Bamako. Et il faut le souligner encore une nouvelle fois, jamais intervention en Afrique, intervention étrangère en Afrique n'a été aussi populaire que celle de la France au Mali. Malgré tout, encore un mot sur l'islam dans vos pays, dans le Sahel d'une manière générale et au Niger en particulier. Est-ce que malgré tout, Monsieur le Président, l'islam, une certaine forme d'islam radical n'est pas quand même en train de progresser dans votre pays? Ce n'est pas du tout un danger pour vous? C'est un danger. Il faut être très très vigilant. Et c'est pour cela que nous mettons l'accent sur l'autre aspect de la lutte contre le terrorisme, l'aspect développement. Il y a cette liaison sécurité-développement qu'il ne faut jamais perdre de vue. Certes, la solution immédiate, à court terme, est militaire et sécuritaire, mais à long terme,
la solution, c'est le développement économique et social de toutes ces zones-là, de tout le Sahel. On peut même expliquer à rebours ce qui s'est passé ou ce qui se passe au Sahel depuis des années par une question de sous-développement, de pauvreté et parfois aussi de mauvaise gouvernance. Absolument, c'est sur le terreau de la pauvreté que se développent tous les extrémismes. Et donc, une des solutions, la solution même à long terme, c'est le développement économique et social. Et nous, on l'a compris au Niger. C'est pour cela que nous avons mis en place un plan sécurité-développement, en rapport d'ailleurs avec l'Union européenne, que nous avons décidé de financer ensemble afin de développer toutes les zones du nord du pays en termes d'infrastructures sociales, éducation, santé, accès à l'eau potable, routes, etc. Donc la solution à terme, c'est bien le développement. Charlotte Bauzonnet, sur cette question? Peut-être sur la question de l'islamisme pour terminer. Aujourd'hui, tous les yeux sont braqués vers le Nord Mali. Pour vous, le principal danger, est-ce qu'il n'est pas du côté du Nigeria, justement sur ce danger d'islamisation au Niger? C'est vrai, il ne faut pas perdre de vue aussi ce danger qui vient de notre flanc sud, avec l'existence de la secte Boko Haram. Mais il me semble que si nous arrivons à régler le problème du Mali, nous isolons Boko Haram au Nigeria, parce que Boko Haram est présent avec les autres groupes djihadistes au Mali. Donc nous allons affaiblir Boko Haram au Nigeria, et ensemble avec le Nigeria, nous sommes également en train de traiter ce problème de Boko Haram. Alors, qui dit Niger dit uranium, en particulier en France, qui dit en France Areva. Mais avant de parler de l'uranium du Niger, un zoom arrière, si j'ose dire, sur l'ensemble de la région, on se rend compte que de plus en plus, vous avez parlé de développement, mais il y a aussi une autre cause peut-être qui explique ce qui se passe dans votre région, c'est on se rend compte que le sous-sol du Sahel est particulièrement riche en toute une série de minerais, aussi d'énergie, du gaz, du pétrole, de la bauxite, des diamants. Voilà. Est-ce que c'est aussi, Monsieur le Président, une des clés pour comprendre ce qui se passe en ce moment dans votre région et ce qui pourrait se passer dans les années à venir? C'est vrai que nos pays disposent de beaucoup de ressources de sous-sol. Vous les avez rappelées. Il est possible qu'on fasse l'hypothèse que cela puisse susciter des convoitises. Mais pour l'instant, face aux problèmes que nous rencontrons actuellement, il ne me semble pas que cela puisse être la cause. Et il faut s'en tenir aux causes, aux menaces auxquelles on est confronté, c'est-à-dire la menace terroriste, la menace... Oui, mais tout est dans tout en même temps. Quand on voit ce qui s'est passé dans le sud de l'Algérie, cet attentat à une menace, les terroristes peuvent aussi avoir pour stratégie d'attaquer les sociétés qui gèrent les richesses de ces sous-sols. Bien sûr, il est tout à fait... Vous avez cité le bon exemple, ce qui s'est passé sur le site gazier d'Amenas, effectivement fait partie de la stratégie que les terroristes sont en train de développer pour porter atteinte non seulement aux intérêts de nos pays, mais aux intérêts des autres pays avec lesquels nous coopérons. Si je prends le cas de l'uranium, vous avez fait allusion on va en parler tout de suite. à ça, on va en parler peut-être tout à l'heure. C'est une ressource importante et pour le Niger et pour les autres partenaires du Niger, comme la France, le Japon, l'Espagne, qui participent à l'exploitation de ce minerai. Charlotte Bauzonnet, là-dessus? Oui, Monsieur le Président, vous le disiez bien, le problème est un problème de développement. L'uranium est une ressource très importante pour le Niger. Vous êtes en pleine discussion avec la société française Areva pour une renégociation des contrats. Est-ce que pour vous, c'est une question clé qui rentre dans cette thématique justement de lutte contre le terrorisme et l'islamisme radical? Absolument. Je pense que l'uranium est une ressource très très importante pour le Niger, mais malheureusement c'est une ressource qui ne rapporte pas au Niger ce que le Niger est en droit d'attendre de l'exploitation de ce minerai. Je peux vous donner un chiffre. Comment vous expliquez cet état de fait je peux vous donner un chiffre. Le Niger reçoit aujourd'hui du secteur de l'uranium à peine 100 millions d'euros. Oui. 100 millions d'euros par an. 100 millions d'euros par an. Oui. Or, quand on parle du Niger, la première idée qui vient en tête, c'est l'uranium. Monsieur le Président, si je peux me permettre, ça fait... pays producteur d'uranium. Ça représente 5-6% à peine de votre budget. Ça représente 5% à peine de notre budget. Ce n'est pas admissible. Ouais. C'est pour cela que j'ai demandé, Est-ce que ce sont vos prédécesseurs? J'ai demandé un équilibrage du partenariat entre Areva et le Niger. Vous avez, votre gouvernement a dit que le partenariat avec Areva est très déséquilibré. Que le partenariat soit gagnant-gagnant. C'est la condition pour que ce partenariat soit durable
et nous voulons qu'il soit durable. Nous voulons renforcer ce partenariat stratégique avec Areva, mais pour que cela puisse se faire, il faut que le Niger gagne, il faut que la France gagne, il faut qu'Areva gagne. Mais donc il faut revoir le partenariat entre la France, entre Areva et le Niger est à revoir. Absolument, il est à revoir, il faut l'équilibrer, parce que nous avons le souci de le faire durer, et pour le faire durer, il faut qu'il soit équilibré. Est-ce que la négociation a été lancée ou la renégociation? Les négociations sont en cours, elles ne sont pas encore terminées. Elles sont en cours non seulement par rapport à la mise en exploitation du gisement d'uranium d'Imouraren, mais par rapport aussi aux autres sociétés dans lesquelles le Niger, Areva et d'autres partenaires sont actionnaires. C'est le cas de la société des mines de l'Aïr, la Somaïr, c'est le cas de la Cominac. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'il va falloir mettre sur la table et négocier et faire en sorte que chaque partie gagne. Monsieur le Président, concrètement, vous parliez de chiffres, 100 millions par an. Vous avez fait une demande chiffrée à Areva? Vous avez un objectif chiffré de retombées pour votre pays? Nous avons un objectif chiffré, mais je ne vais pas l'indiquer ici. Mais je prends un exemple. Je prends l'exemple du gisement d'Imouraren. À un certain moment, le gisement d'Imouraren était revenu dans le domaine public. Normalement, cela devrait, au moment où on a donné la concession d'exploitation à Areva, en tenir compte. Et donc compenser le Niger qui était, à partir du moment où le gisement est revenu dans le domaine public, qui est devenu propriétaire du gisement, bien que Areva, à l'époque c'était Kojema, ait découvert le gisement. Mais compte tenu du fait qu'il est revenu dans le domaine public, il était devenu propriété du Niger. Ensuite, nous avons quelques autres problèmes sur le gisement du Mouraren, sur lesquels nous sommes en train d'échanger avec Areva. Mais ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est que le Niger puisse gagner à partir de ce secteur important pour notre économie et que les ressources tirées de ce secteur-là puissent servir au développement économique et social du Niger, à nourrir les Nigériens, à éduquer les Nigériens, à les soigner, à créer les conditions de l'accès des Nigériens à l'eau potable. Encore un mot sur Imouraren. C'est un gisement très important. Ça fera du Niger, je pense, facilement le deuxième producteur d'uranium dans le monde. On sait que les Chinois seraient intéressés à rentrer dans le capital de la filiale d'Areva qui va gérer Imouraren. Est-ce que le gouvernement nigérien pourrait donner son accord à l'entrée des Chinois dans ce capital? Je sais qu'on attend la décision du gouvernement nigérien en la matière. Nous n'avons pas encore été approchés par Areva sur ce point particulier, mais en principe, nous ne voyons pas d'inconvénient. Notre objectif, c'est de diversifier les partenaires de l'exploitation de l'uranium. Ça a été une position du Niger depuis le départ, depuis les années 70. Je me rappelle la première société qui a été mise en place, la Somaïr, avait comme actionnaire non seulement les Français, mais les Allemands et les Italiens. La deuxième société, c'était la Cominac, avait comme actionnaire les Espagnols, les Français, le Niger et les Japonais. Donc il n'y a pas de raison qu'au niveau du Mouraren, on ne puisse pas associer d'autres pays qui souhaitent coopérer avec nous. Donc les Chinois sont les bienvenus? Tous les investisseurs sont les bienvenus au Niger. Je voudrais revenir 2 secondes. Vous avez indiqué il y a quelques minutes que les négociations avec Areva, vous ne pouviez pas évidemment nous dévoiler le montant en quelque sorte que vous réclamiez. Est-ce que vous pouvez nous indiquer tout au moins dans quel climat se déroulent ces négociations? Est-ce qu'elles sont faciles, aisées, ou tendues, compliquées? Moi, je pense que c'est des négociations qui se déroulent dans un bon climat. Nous sommes des amis, nous sommes de vieux amis. Nous avons une relation stratégique depuis plusieurs décennies avec la France à travers Areva. Nous souhaitons que cette relation stratégique se poursuive, mais nous souhaitons qu'elle soit équilibrée. Alors, Charlotte Bauzonnet, encore là-dessus? Monsieur le Président, vous évoquiez au début de notre entretien la France-Afrique, les réseaux. Est-ce que vous pensez que l'intervention française a été motivée en grande partie justement par la présence de cet uranium dans votre pays? Je ne le pense pas. Je pense que la France est intervenue parce que la France a compris que cette menace-là ne concerne pas que le Mali, ne concerne pas que le Sahel. C'est une menace qui concerne le monde entier et donc c'est une menace aussi qui concerne la France et l'Europe. Voilà, me semble-t-il, la raison politique qui a fait que le président français, dont je salue le courage au passage, a mis en place... Est-ce que vous avez dit qu'à court terme, actuellement, aujourd'hui, évidemment,
cette initiative du président Hollande et l'image de la France en Afrique est très bonne. Est-ce que vous pensez que ça va être la même chose, que ça va durer à moyen et long terme? Je pense qu'avec ce que fait le président Hollande, cela va durer. Parce que, comme je l'ai dit, le président a décidé de repenser, de refonder les relations franco-africaines, a décidé de privilégier les relations d'État à État au profit des peuples et non pas au profit des réseaux. Et cela est un indicateur très fort qui peut laisser penser que cela va durer. Mais ma question, en fait, c'était est-ce que l'armée française, le président Hollande l'a dit, va rester quelques semaines, peut-être quelques mois, mais après, il faut absolument que l'armée française s'en aille pour que cette opinion très favorable ne se retourne pas? Une fois que le travail sera terminé, il est tout à fait normal d'envisager que l'armée française reparte. Elle sera remplacée par les forces africaines. Des élections vont être organisées au Mali. Et au fur et à mesure, les armées africaines elles-mêmes vont se retirer pour laisser la place aux forces maliennes qui, entre-temps, doivent être structurées, doivent être mises en place, formées, équipées, afin qu'elles puissent assurer la sécurité du Mali. Monsieur le Président, il nous reste 2-3 minutes. Je voulais poser une question sur les otages. On a rappelé tout à l'heure dans le reportage que plusieurs otages avaient été enlevés au Niger, en particulier sur le site d'Arlit, une autre mine d'uranium. Est-ce que vous avez des informations sur ces otages? Est-ce que vous savez s'ils sont vivants? Est-ce que vous savez aussi s'ils sont vivants, où ils pourraient se trouver? On a parlé de la région de Kidal, justement, au nord-est du Mali. Alors, les informations qu'on a, c'est qu'ils sont effectivement vivants. Maintenant, où c'est qu'ils sont? Probablement, ils sont au nord Mali, à la frontière, vers la frontière avec l'Algérie, dans les montagnes des Ifogas. Ce sont les informations dont vous disposez à l'heure actuelle. C'est les informations dont on dispose à l'heure actuelle. Et toujours concernant d'ailleurs la protection des sites d'uranium, est-ce que vous confirmez aussi, ce sont des rumeurs qui ont circulé dans la presse française ces derniers jours, la présence de forces spéciales françaises sur le territoire du Niger pour renforcer la protection des sites miniers? Oui, absolument, je le confirme. Nous avons décidé, surtout au regard de ce qui s'est passé en Algérie, avec l'attaque du site gazier d'Amenas, nous avons décidé de ne pas prendre de risques et de renforcer donc la protection des sites miniers. Mais alors, les forces spéciales françaises, est-ce que vous savez combien sont présentes actuellement au Niger? Même si je le savais, je ne le dirais pas. Donc vous le savez, vous ne le direz pas. Voilà. Très bien. Charlotte, vous avez encore une question là-dessus? Écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette émission, d'avoir répondu très franchement à toutes nos questions, et puis surtout aussi à remercier tout le personnel de l'ORTN qui a mis tous les techniciens à notre disposition. Merci en tout cas de votre accueil ici à Niamey. Merci Monsieur le Président, merci à vous deux. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et merci puis, Madame et Monsieur. Merci à tous d'avoir suivi. Dimanche prochain pour un nouveau numéro d'International. Au revoir, merci et bonne semaine à tous.